very adult illnesses, but you see this incredible. Il existe une vérité que l'on n'ose jamais dire à propos des hommes immensément riches. L'argent ne les protège pas du vide. Et dans le cas de Johnny Depp, cette vérité prend une forme presque obscène. Car l'homme qui a encaissé plus de 650 millions de dollars au sommet de Hollywood a connu à un moment précis de sa vie une angoisse que beaucoup d'entre vous reconnaîtront, la peur de ne plus pouvoir payer le mois suivant. En 2025, Johnny Depp n'est plus seulement une star de cinéma, il est devenu un symbole, le symbole d'un homme qui a tout eu, la gloire, l'argent, l'amour, l'admiration, et qui a découvert, trop tard peut-être, que la richesse peut être une prison dorée, une cage tapissée de velours, mais une cage tout de même. Quand on prononce son nom, les images se bousculent. Pour certains, il reste à jamais le capitaine Jack Sparrow, pirate titubant, insolent, libre comme le vent. Pour d'autres, il est cet homme fatigué, assis dans un tribunal de Virginie, exposé au regard du monde entier, disséqué, jugé, parfois humilié. Deux images contradictoires, deux vérités incomplètes. Car Johnny Depp n'a jamais été l'un ni l'autre, il a toujours été entre les deux. Ce que l'on sait moins, c'est qu'au sommet de sa carrière, lorsque Hollywood lui versait des chèques que même les multinationales envient, Johnny Depp n'a jamais appris une chose essentielle, s'arrêter. L'argent entrait comme un fleuve en crue et ressortait aussitôt englouti par un mode de vie si extravagant qu'il en devenait irréel 2 millions de dollars par mois. Ah, pas par an, par mois. Juste pour maintenir ce qu'il appelait, avec une ironie amère, sa normalité. Ces gestionnaires parleront plus tard d'un homme incapable de mesurer la valeur de l'argent, lui répondra avec sarcasme, presque avec fierté. Dire que je dépensais 30 000 dollars par mois est insultant. C'était bien plus que ça. Derrière la boutade, il y avait une vérité brutale. Johnny Depp confondait la liberté avec la dépense, et la sécurité avec l'accumulation. Mais à mesure que les années passent, quelque chose se fissure. Les procès, les dettes, les ruptures, les contrats annulés, le téléphone qui sonne moins souvent, et soudain cette situation impensable pour un homme de son rang. Être riche en possession, mais pauvre en liquidité. Des châteaux, des îles, des œuvres d'art, mais plus assez d'argent disponible pour respirer sereinement. C'est là que commence réellement notre histoire. Pas dans les palais, ni dans les garages remplis de voitures tirées de collection, mais dans ce moment de bascule intérieure, quand un homme comprend que tout ce qu'il a acheté n'a jamais réussi à combler ce qu'il fuyait depuis l'enfance. Car Johnny Depp n'a pas seulement acheté des maisons, il a acheté des refuges, des abris contre le bruit du monde, des murs pour contenir ses blessures. Et pour comprendre comment cet empire fragile s'est construit et a failli s'effondrer, il faut revenir en arrière. À l'époque où Johnny Depp croyait encore que l'argent était synonyme de liberté absolue, il y a une phase dans la vie des hommes exceptionnellement riches où l'argent cesse d'être un outil. Il devient un bruit de fond, un décor permanent. Et pour Johnny Depp, cette phase a commencé à la fin des années 1990, quand Hollywood a compris qu'il tenait là un caméléon capable de tout incarner, et surtout de tout rapporter. À l'époque, Johnny Depp n'est pas encore un pirate. Il est l'idole malgré lui de 21 Jump Street, un rôle qu'il déteste parce qu'il sent déjà le piège, être aimé pour de mauvaises raisons. Puis viennent les choix artistiques risqués, presque suicidaires, selon les standards de l'industrie, Édouard aux mains d'argent, Ed Wood, des films étranges, poétiques, sombres, et pourtant le public suit, contre toute attente. Le basculement se produit avec Pirates des Caraïbes. Un pari fou, un personnage ivre, imprévisible, inspiré d'un rocker décadent. Les studios tremblent, le public adore, la machine est lancée. Le monde entier adopte Jack Sparrow, et Johnny Depp devient, presque du jour au lendemain, l'acteur le mieux payé de la planète. Les chiffres donnent le vertige. Entre 1989 et 2016, plus de 650 millions de dollars encaissés. En 2012, le Guinness Book le sacre acteur le mieux rémunéré au monde, 75 millions de dollars en une seule année. Une somme que certains groupes industriels ne génèrent pas en bénéfices nets. À ce niveau-là, l'argent n'est plus compté, il est supposé être infini. Mais c'est précisément là que le piège se referme. Car Johnny Depp ne vient pas d'un monde où l'on apprend à gérer la richesse. Il vient d'une enfance instable, marquée par la violence, l'errance, la peur constante de perdre le peu que l'on a. Pour lui, l'argent n'a jamais été une réserve.
C'était une réponse émotionnelle, une manière de dire « plus jamais je ne manquerai, plus jamais je ne dépendrai de personne ». Alors il dépense, sans frein, sans projection, 2 millions de dollars par mois pour maintenir son train de vie, des maisons achetées sur un coup de tête, des équipes entières payées pour répondre à ses besoins les plus simples. Des objets rares, absurdes parfois, mais chargés de symboles. À ses yeux, ce n'est pas du gaspillage, c'est une affirmation d'existence. Ces gestionnaires de financiers tenteront plus tard de poser des limites. Ils parleront de dépenses compulsives, d'une hémorragie impossible à contenir. Lui y verra une trahison. Comment ose-t-on dire à Johnny Depp, l'homme qui remplit les salles du monde entier, qu'il doit se restreindre? Ce qu'il ne comprend pas encore, c'est que l'argent qu'il brûle n'achète ni le temps, ni la paix, ni l'oubli. Chaque dollar dépensé éloigne un peu plus la possibilité d'un retour à la simplicité. Et surtout, chaque succès renforce une illusion dangereuse, celle que cette abondance durera toujours. Hollywood, à ce moment-là, ne lui dit jamais non. Les studios peinent, les marques s'arrachent contre son image. Les tapis rouges se déroulent à l'infini. Johnny Depp vit dans une bulle où le mot « fin » n'existe pas. Et comme beaucoup d'hommes au sommet, il confond le sommet avec l'éternité. Mais pendant que les projecteurs brillent, quelque chose se prépare en silence. Une autre forme de dépendance, non pas à l'argent lui-même, mais à ce qu'il permet. Fuir, se cacher, recréer le monde à son image. Car très vite, Johnny Depp ne se contente plus de dépenser. Il commence à transformer l'argent en matière, en murs, en pierres, en territoire. Il y a des hommes qui achètent voilà des maisons pour investir, d'autres pour afficher leur réussite. Johnny Depp, lui, a fait quelque chose de radicalement différent. Il a acheté un village pour tenter de retrouver une vie qu'il sentait déjà lui échapper. Nous sommes en 2001, dans le sud de la France, à une vingtaine de kilomètres de Saint-Tropez. Loin des yachts clinquants et des soirées tapageuses, niché dans les collines provençales, se trouve un hameau du 19e siècle presque abandonné. Des bâtisses en pierre envahies par la végétation. Une église silencieuse. Le temps semble s'y être arrêté. Là où beaucoup ne voient que des ruines, Johnny Depp voit immédiatement autre chose, un refuge. Ce n'est pas un achat immobilier, c'est une reconstruction intime. Depp ne se contente pas de signer un chèque, il s'implique dans chaque détail. Plus de 10 millions de dollars seront investis pour restaurer le domaine, non pas selon les standards du luxe moderne, mais selon une vision très personnelle. Il refuse les décorateurs célèbres. Il chine lui-même les meubles. Il laisse volontairement certaines fissures dans les murs, parce qu'un lieu, selon lui, doit avoir des cicatrices pour être vivant. Le village devient peu à peu une petite ville privée. Une maison principale, 6 cottages pour les invités. Un restaurant baptisé Chez Marceline, inspiré des bistrots parisiens des années 1940, où l'on ne sert qu'une poignée de proches. Une cave à vin aux allures de décor de Pirates des Caraïbes, remplie de grands crus classés. Pour ses enfants, Lily Rose et Jack, il fait construire un skatepark professionnel, 2 piscines, dont l'une entourée de sable pour imiter une plage. Un atelier d'art immense, où Johnny Depp passe des nuits entières à peindre, à fumer, à écouter de la musique à plein volume. Le geste le plus révélateur reste sans doute celui-ci. L'église du village. Au lieu de la conserver comme lieu de culte, il la désacralise et la transforme en maison d'amis. Le confessionnal devient un dressing, un sacrilège pour certains, une métaphore parfaite pour lui. Johnny Depp respecte le passé, mais refuse de s'y soumettre. Il transforme ce qui était figé en quelque chose de vivant. C'est ici qu'il connaît ce qui ressemble le plus à une vie normale, une vie familiale, presque bourgeoise. Avec Vanessa Paradis, la France devient plus qu'un pays. Elle devient une parenthèse de stabilité, loin d'Hollywood, loin des studios, loin des attentes. Les habitants du coin le croisent au marché. Il n'est pas une star, il est juste Johnny, et pour la première fois depuis longtemps, cela lui suffit. Mais cette paix est fragile, comme tout ce que Johnny Depp aime trop fort. En 2015, alors que sa vie personnelle commence à se fissurer, il met le domaine en vente, 26 millions de dollars, puis 55 millions, comme s'il hésitait, comme s'il voulait partir sans jamais vraiment quitter. En 2025, le village n'est toujours pas vendu. Il reste là, entretenu par une équipe permanente. Jardiniers, agents de sécurité, personnel de ménage, un village vivant, mais presque vide,
en attente. Car ce lieu n'est pas seulement une propriété, c'est un mausolée émotionnel. Le symbole d'un bonheur passé que Johnny Depp n'a jamais réussi à recréer ailleurs. La preuve que, même avec des moyens illimités, on ne peut pas forcer le retour d'une époque révolue. Et lorsque ce village ne suffit plus à apaiser le tumulte intérieur, Johnny Depp ressent un besoin encore plus radical. Non plus se cacher du monde, mais disparaître complètement. Quand un homme a tout vu, tout possédé, tout entendu, il ne rêve plus de luxe, il rêve de silence. Pour Johnny Depp, ce silence n'a pas pris la forme d'une retraite spirituelle ni d'un exil public. Il a pris la forme d'une île privée, loin des regards, loin des routes, loin du bruit du monde. Nous sommes en 2004, Johnny Depp tourne le premier Pirate des Caraïbes. Ironie parfaite. Il incarne un pirate libre, fantasque, imprévisible, alors même que sa propre vie commence à être encerclée par la célébrité, les paparazzis, les attentes, les contrats. C'est à ce moment-là qu'il ressent, selon ses propres mots, un appel presque viscéral de l'océan. Sur les conseils de Marlon Brando, son mentor, son modèle, son avertissement vivant, Depp cherche son propre refuge. Il le trouve dans l'archipel des Exuma, aux Bahamas, une île de 18 hectares, accessible uniquement par bateau ou hydravion. Little Halls, Pond Cay. Le prix 3,6 millions de dollars. Une somme qui paraît aujourd'hui presque indécente de modestie pour un tel morceau de paradis. Mais à l'époque, ce n'est pas une affaire financière, c'est une décision existentielle. L'île est sauvage, presque intacte, un lagon intérieur, des récifs coralliens, une nature qui impose le respect. Johnny Depp ne cherche pas à la dompter, il cherche à s'y fondre, il insiste pour que tout fonctionne à l'énergie solaire. Il fait construire une maison principale de style ranch, une maison d'amis, une autre pour recevoir. Rien de clinquant, tout est pensé pour disparaître, pas pour impressionner. Le détail le plus troublant reste les noms qu'il donne aux plages. Lily Rose Beach, Jack Beach, Paradis Beach pour Vanessa, Gonzo Beach en hommage à Hunter S. Thompson, Brando Beach bien sûr. Chaque bande de sable devient une mémoire, une carte affective, comme si Johnny Depp tentait de figer les gens qu'il aime dans la géographie, par peur qu'ils ne disparaissent de sa vie. Sur cette île, le temps se dilate. Johnny Depp racontera plus tard que c'est le seul endroit au monde où son rythme cardiaque redevient normal. Là-bas, personne ne l'appelle Monsieur Depp. Il n'y a pas de foule, pas de tribunaux, pas de caméras. Seulement le vent, la mer et le bruit de ses propres pensées. Un luxe que l'argent, paradoxalement, ne garantit jamais. Et pourtant, même ce paradis porte en lui une ironie cruelle. C'est sur cette île qu'il célèbre son mariage avec Amber Heard en 2015. Ce lieu conçu pour la paix devient, malgré lui, le décor d'un futur traumatisme. Après leur divorce brutal et ultra médiatisé, beaucoup s'attendent à ce qu'il vende l'île, qu'il efface cette page douloureuse. Il ne le fera jamais. Pourquoi ? Parce que Johnny Depp ne fuit pas ses souvenirs. Il les collectionne, même les plus douloureux. L'île reste sienne, comme un point fixe dans un monde devenu chaotique, comme la preuve qu'il existe encore un endroit où il peut respirer sans être jugé. Mais fuir le monde ne suffit pas toujours. Car pendant que Johnny Depp s'isole au milieu de l'océan, la réalité, elle, le rattrape ailleurs. À Los Angeles, dans des maisons sombres, derrière des murs trop hauts, là où le silence n'est plus apaisant, mais oppressant. Il existe une frontière invisible que peu d'hommes savent reconnaître. Le moment précis où posséder n'est plus un plaisir, mais une nécessité pathologique. Pour Johnny Depp, cette frontière a été franchie sans bruit, sans témoin, presque naturellement. Car lorsque l'on a passé une vie entière à se sentir menacé, manquer devient une terreur absolue. Et accumuler, une stratégie de survie. À ce stade de sa vie, Johnny Depp ne se contente plus d'acheter. Il archive son existence. Chaque objet devient un talisman, une preuve, un rempart contre l'oubli. Le problème, c'est que ces objets se multiplient à une vitesse que même sa fortune ne peut plus suivre. On estime que sa collection automobile a dépassé les 5 millions de dollars. Mais n'imaginez pas un garage clinique, froid, impersonnel. Le garage de Johnny Depp ressemble davantage à un musée désordonné de l'histoire du cool. Jusqu'à 45 véhicules à son apogée. Une Ferrari pour l'adrénaline, une Rolls-Royce pour le confort. Une Mercedes rarissime, produite à seulement quelques centaines d'exemplaires. Et au milieu de tout cela,
une vieille Chevrolet Nova de 1969, sans valeur marchande réelle, mais d'une valeur sentimentale inestimable. La voiture dans laquelle il aurait dormi à son arrivée à Los Angeles, jeune musicien fauché, rêvant d'un avenir improbable, un rappel constant de ce qu'il était et de ce qu'il refuse d'oublier. Même logique au poignet. Sa collection de montres, estimée à plusieurs centaines de milliers de dollars, n'a rien d'un investissement rationnel. Ce sont des objets chargés de sens, des montres gravées des prénoms de ses enfants, des modèles ornés de têtes de mort, des garde-temps capables d'afficher 2 fuseaux horaires, comme lui, toujours entre 2 mondes. Pour Johnny Depp, le temps n'est pas linéaire, il est fragmenté, émotionnel. Mais c'est lorsqu'on ouvre les portes de ces entrepôts que l'on bascule vraiment dans l'étrange. Johnny Depp possède tant d'objets qu'il doit louer 12 hangars sécurisés pour les stocker. 12, des centaines de milliers de dollars par an, uniquement pour conserver des choses qu'il ne regarde presque jamais. À l'intérieur, un inventaire déroutant. Des manuscrits originaux de la Beat Generation, des lettres d'Allen Ginsberg, des machines à écrire ayant appartenu à Hemingway, des reliques qu'il considère comme sacrées, car Depp se voit comme l'héritier spirituel de ces artistes maudits, brillants, broyés par leur époque. Et puis il y a les poupées Barbie, des centaines, peut-être des milliers. Au départ, un jeu innocent, avec sa fille Lily Rose, puis un rituel. Johnny Depp utilise les poupées pour travailler ses voix, ses personnages. La voix de Willy Wonka serait née ainsi. Mais quand sa fille grandit, lui continue. Il collectionne des éditions rares. Il les personnalise. Certaines, dit-on, portent des détails macabres ou ironiques. De l'humour noir, du cynisme, une manière de tourner en dérision ses propres démons. À côté de cela, des objets médicaux victoriens, des squelettes d'animaux, de la taxidermie, des chauves-souris sous verre. Johnny Depp a toujours été attiré par ce que la société rejette, par le macabre, non par goût du choc, mais parce qu'il y voit une forme de vérité brute. La mort, le temps qui passe, l'inéluctable. Mais tout cela a un coût qui finit par devenir insoutenable. Jet privé, 200 000 $ par mois. Impossible de voyager commercialement, trop de monde, trop de bruit, trop de risques. Personnel, 40 employés à temps plein pour un total d'environ 300 000 $ par mois. Gardien, assistant, cuisinier, jardinier, archiviste. Et le vin. Ah, le vin. Jusqu'à 300 000 $ par mois également. Pas des bouteilles ordinaires, des crus mythiques. Petrus, Romanée Conti, Johnny Depp affirme que le vin est essentiel à son processus créatif. Ses comptables y voient une fuite en avant. Et puis il y a ses dépenses qui entrent dans la légende, comme ce jour où il décide d'exaucer les dernières volontés de son ami Hunter S. Thompson, faire tirer ses cendres depuis un canon. Johnny Depp finance l'opération, une tour de 47 mètres, un point géant tenant un cactus hallucinogène, 3 millions de dollars pour une amitié. Pour lui, c'est un hommage. Pour ses finances, un coup presque fatal. À force, l'impensable arrive. Johnny Depp se retrouve riche en actifs, mais pauvre en liquidités. Des centaines de millions en biens, mais pas assez de cash pour couvrir ses dépenses mensuelles. Une situation terrifiante, humiliante, dangereuse. Pour la première fois, l'argent ne protège plus. Il menace. C'est le bord du gouffre, et dans ce silence anxieux, une question surgit. Comment survivre quand tout ce qui vous a défini s'effondre ? Il y a des hommes qui, arrivés au bord du gouffre, s'effondrent. D'autres qui disparaissent. Johnny Depp, lui, a fait quelque chose de plus rare. Il a réduit le bruit, pas par stratégie de communication, par nécessité vitale. Quand Hollywood a commencé à se détourner de lui, quand les studios ont cessé d'appeler, quand Disney l'a écarté sans ménagement, Johnny Depp a compris une vérité brutale. Le système qui l'avait porté au sommet ne le sauverait pas. C'est alors qu'une fidélité inattendue a changé le cours de son histoire. Dior. Alors que beaucoup de marques coupaient les ponts par peur de la polémique, Dior maintient son contrat pour le parfum sauvage. Un pari risqué, presque provocateur. Mais le public suit. Les ventes explosent. Par solidarité, par attachement, par défi aussi. Ce contrat, renouvelé pour plus de 20 millions de dollars, devient une bouée de sauvetage, la plus lucrative collaboration masculine de l'histoire du parfum. Johnny Depp respire à nouveau. Mais l'argent, cette fois, n'est plus une fin. Il devient un moyen de se réinventer. Johnny Depp retourne à ce qu'il a toujours fait quand le monde devenait trop violent.
créé. En 2022, il dévoile une série de sérigraphies intitulée Friends and Heroes, Bob Dylan, Keith Richards, Elizabeth Taylor, des figures tutélaires, des survivants. La collection se vend en quelques heures, 3,6 millions de dollars en une journée. Plus qu'un succès financier, c'est une reconnaissance symbolique. Johnny Depp n'est plus seulement un acteur controversé, il est un artiste à part entière. Son retour au cinéma se fait autrement, plus discret, plus humble. Fini les cachets à 20 millions par film. Il choisit des projets indépendants, sombres, exigeants, Jeanne du Barry. Puis, en 2025, un film noir aux côtés de Penelope Cruz, budget réduit, équipe resserrée, pas de tapis rouge tapageur, effet rare, cela lui convient. Pour la première fois depuis longtemps, Johnny Depp ne joue plus pour prouver quoi que ce soit. Mais la transformation la plus profonde n'est ni financière ni artistique, elle est géographique. Johnny Depp s'éloigne définitivement de l'Amérique. Son refuge se trouve désormais en Angleterre, dans la campagne brumeuse. D'abord dans le Somerset, puis dans le Sussex, près de l'ancienne maison de son ami Jeff Beck. La mort du guitariste a été un choc immense. Vivre près de cet endroit est une façon de rester connecté, de continuer une conversation interrompue. Là-bas, pas de grilles électrifiées, pas de gardes armés visibles, les habitants le croisent de parfois au marché ou dans une jardinerie, ils le saluent, ils le laissent tranquille. Pour eux, il n'est pas une légende, il est le type un peu bizarre du manoir. Et pour Johnny Depp, c'est peut-être le luxe ultime, redevenir anonyme sans disparaître. À 62 ans, Johnny Depp reste une contradiction vivante. Un homme qui a perdu, selon ses propres mots, plus de 650 millions de dollars, mais qui possède encore des îles et des châteaux. Un pirate vieillissant, qui se calme en jouant avec des poupées Barbie. Une rockstar qui préfère peindre seule dans un hangar anglais plutôt que de briller sous les projecteurs de Los Angeles. Et c'est sans doute pour cela qu'il nous fascine encore. Parce qu'il incarne une question qui nous concerne tous, surtout avec l'âge. La liberté totale a-t-elle un prix trop élevé à payer ? Alors dites-moi, qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans cette histoire ? Le village français figé dans le passé ? L'île paradisiaque devenue refuge émotionnel ? Ou cette lente transformation d'un homme qui a tout possédé, avant d'apprendre à lâcher prise ? Partagez votre réflexion en commentaire. Votre regard m'intéresse sincèrement. Si cette histoire vous a touché, interrogé ou simplement fait voyager quelques instants, pensez à liker la vidéo, à la partager et surtout à vous abonner à la chaîne. Activez la cloche. D'autres portraits profonds, humains et sans phare arrivent très bientôt. Prenez soin de vous, osez parfois être un peu fou et à très bientôt pour une nouvelle histoire.